Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce 31e épisode de Kiss My Ace, le podcast pardon, de Jeux Blanc. Jeux Blanc que vous pouvez retrouver sur son site internet ainsi que sur ses réseaux, Twitter, Insta et un peu partout en podcast, Spotify, YouTube et Apple Podcast. Aujourd'hui, alors on enregistre la finale du Masters entre Sinner et Fritz vient de se terminer. Et donc, on sacre le numéro un mondial Yannick Sinner qui conclut l'année comme il a commencé avec un titre majeur dans cette saison avec son premier Masters en carrière, sans perdre un set, qui reste quand même une performance phénoménale, comme à l'image de son année. Mais avant de revenir en détail sur cette finale, je vais quand même vous présenter celui qui sera avec moi pour parler de ça. Fernando, comment ça va? Salut Auguste, salut tout le monde. Écoute, ça va normal parce que le master, ça a été, je pense, ni mieux ni pire qu'est-ce qu'on s'attendait, donc normal. Ok. Ouais. Malgré cette belle victoire de Yannick Senior, c'est sûr que ce Masters 2024 restera pas longtemps dans les mémoires, parce que bon, on n'a pas eu d'énormes matchs à se mettre sous la dent, en tout cas en quantité. Mais justement, ça, on en reparlera peut-être en fin d'émission. Avant de parler de ça, on va juste revenir sur l'événement principal. Donc, cette finale entre Sinner et Fritz. Donc, victoire de Yannick Sinner 6-4, 6-4 contre un bon Fritz hein, qui est loin d'être passé à côté de sa finale ou de son rendez-vous. Mais comme en poule ou comme en finale de l'US Open un peu plus tôt dans la saison, Sinner est juste trop fort pour lui. Hein, ça fait 2-7. De toute manière, sur les deux matchs au Master et la finale à l'US Open, Sinner n'a pas lâché un set contre Fritz assez logiquement parce que trop fort et trop complet pour l'Américain. Fernando, vas-y, je te lance tout de suite et je te lance, enfin, et je te laisse nous livrer, pardon, euh, ton ressenti sur cette finale et qu'est-ce que tu as pensé du match dans son ensemble? Bah, écoute, j'ai trouvé Sinner excellent, vraiment, dans tous les domaines, avec un peu plus de nervosité peut-être que dans les autres matchs, ce qui était peut-être le seul espoir des Frites. Espoir dont il n'a pas profité vraiment. Je pense que Fritz a joué plutôt bien, a bien servi. Enfin, il a réussi à faire tout ce qu'il sait faire bien. Il a accompli. Mais j'avais l'impression tout le match que l'état d'esprit des Fritz est un petit peu le même que le nôtre. C'est-à-dire, il y croyait pas tout à fait. Et c'est dommage parce qu'il a joué très bien tout le tournoi. Et même aujourd'hui, hein, il a fait un beau match, il a essayé des choses, parfois pas assez, c'est un peu le problème, un peu des frites parfois. Mais oui, j'avais l'impression que même lui, il a pas donné ce supplément d'âme dont il aurait besoin pour battre Sinner, qui est un joueur plus fort que lui, et un petit peu, oui, sortir et faire quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'il n'avait pas l'état d'esprit nécessaire pour le faire. Oui, c'est sûr que en ce moment, enfin, en 2024, quand on te dit que tu vas jouer Sinner sur un terrain, ça te met déjà une pression folle. Enfin, en ce moment, on le compare beaucoup à une forme moderne de Djokovic, plus jeune, mais aussi froide et un peu en mode Terminator en mode robot, qui laisse paraître enfin, aucun signe d'énervement ou d'agacement ou même de joie ou de bonheur sur son visage, un vrai cyborg. Et dans la comparaison avec Djoko, c'est vrai que plus la saison a avancé, plus il avait cette emprise mentale avant même que le match commence. Et je suis d'accord avec toi sur cette finale. C'est un beau match de Fritz, mais c'est vrai que à ce niveau-là, je pense que lui-même savait que ça serait pas suffisant pour battre Sinner. Et c'est vrai qu'il n'a pas plus tenté que d'habitude, pris plus de risques que d'habitude.
Et c'est sûr qu'à ce niveau, il peut pas battre un mec comme Sinner. Alors que, par exemple, il y a quelques semaines à Bercy, on a vu un Hugo Humbert battre un Alcaraz en jouant beaucoup plus haut que son niveau moyen. Mais sur ce match Humbert contre Alcaraz à Bercy, on a bien vu que Hugo avait pris plus de risques, avait surjoué, avait vraiment tout donné. Et si c'était lâché avec une mentalité de j'ai rien à perdre, je suis contre le numéro 2 ou 3 mondial à ce moment-là, je suis pas favori, je peux tout donner. Et ça s'est très bien passé pour lui avec une finale ensuite. Alors que Fritz, là, ouais, il n'y a pas eu ce petit côté allez, j'ai rien à perdre, je donne tout, je tente de nouvelles choses. Et j'essaye de déranger Sinner. C'était un match assez classique et ça a fini en 2-7, 6-4, 6-4. Et c'est vrai que sur ce point, je te rejoins complètement. Euh, Il y a eu, Auguste, un élément qui était pour moi révélateur, très symptomatique, c'est que Fritz a tout fait bien, on va dire. Il a réussi à dominer avec son service, y compris à sauver balle des breaks et tout. Et au retour, il a fait ce qu'il pouvait, il a retourné la balle et parfois il équilibrait le point et il devenait dominant, vraiment avec beaucoup de patience. Ça, j'ai trouvé vraiment admirable. Et il y avait des fois, il menait l'échange, il arrivait à déplacer Sinner d'un coin à l'autre du court. Et à ce moment-là, par nature, Fritz va vers le filet. Il a fait à deux, trois reprises pour un peu finir les points. Et en allant vers le filet, tu sentais dans sa démarche une hésitation. Le fait est-ce que j'avance ou pas? Parce que je vais m'avaler à un passing. Et pour moi, c'est ces petits détails-là, ces petits manques, enfin, ces gestes qui trahissent un petit peu le manque de confiance qu'il avait en fait au fond. Oui, je te rejoins aussi là-dessus. Oui, et comment dire, euh, Fritz, on l'a dit, est loin de faire un mauvais match, mais je trouve que sur les deux sets, c'est des sets assez ressemblants, où les deux tiennent avec leur service, avec un bon pourcentage en première balle, et surtout des premières balles rapides euh, souvent frappé à plat. Euh, mais dans les deux sets, donc dans le premier set, c'est le jeu à 3-3 et dans le deuxième, c'est à 2-2. Dans les deux sets, il y a eu ce jeu un peu charnière, un peu long, où les deux ont balle de jeu slash balle de break. Et dans ces moments-là, dans les deux moments clés du match, tu sentais que le Sina était beaucoup plus prêt à aller de l'avant et aller prendre ses points. Et tu sentais aussi que de toute manière, Sinner, il pouvait se dire, même si je break pas maintenant, je breakerai plus tard, alors que sur ces deux jeux, Fritz, on sent qu'il est au bord du gouffre, au bord de la falaise, et qu'il est à deux doigts de chuter. Et que tu sens que si il chute là, enfin, le set est perdu. Parce que sur aucun jeu de retour, on a vraiment senti Sinner en danger et avec un Fritz qui aurait pu potentiellement breaker Sinner. Et la différence entre ces deux-là, elle se passe là. Elle se passe sur ce moment clé, sur cette sérénité à jouer ces gros points-là. Euh, et donc, et donc, enfin, c'est là où il y a toute la différence. Et en fait, Sinner, en gagnant deux jeux, enfin, sur ces deux jeux-là, il gagne le match. Parce qu'après, et à l'image du dernier jeu du match, euh, Sinner, quand il faut conclure, il est là, il ne choque pas. C'est jeu à 40-0 ou à 45, boum. Enfin, c'est propre. Avec les premières qui passent, c'est un jeu très agressif, avec ses buts en coup droit, comme on le connaît depuis longtemps. Et ça fait toute la diff. Euh, pour un peu plus revenir sur ce que ça engendre pour les deux,
Sinner, ça conclut une énorme saison 2020 2024. Moi, je me souviens encore, il y a un an de ça, quand Sinner euh, perd la finale au Master contre Djoko. On se dit tous, on veut le voir en 2024, on veut le voir passer un step. Je crois que c'est une mission largement réalisée et réussie. Parce que Sinner 2024, du coup, c'est deux grands chelems, Open d'Australie, US Open. C'est le Masters, du coup, en fin d'année chez lui. C'est trois Masters 1000 à Miami, Cincinnati, Shanghai, 2 500 pour le plaisir, à Rotterdam et à Le. Et surtout, c'est une place de numéro un mondial qu'il garde depuis mi-juin, il me semble. Et donc, première fois aussi qu'il termine l'année numéro un mondial. Et surtout, un win-loss record de 71 victoires pour 6 défaites. 6 petites défaites sur une saison qui dure 11 mois. C'est aberrant. Une saison totalement folle qu'on peut comparer, je pense, maintenant avec la plus grande saison de l'histoire du jeu, enfin, que ce soit Murray en 2016, peut-être les grandes années de Djoko aussi en 2011 et 2015, sans dire que c'est la plus grande, mais elle fait partie d'une des plus grandes. Euh, et pour Fritz, on a quand même une finale en Grand Chelem, ce qu'il n'avait jamais fait, une finale au Masters. On a du coup, grâce à cette finale au Masters, il monte à la quatrième place mondiale demain, son meilleur classement en carrière. Et Fritz est loin de faire une mauvaise saison, même s'il n'a pas le jeu le plus spectaculaire du circuit. Mais ça reste quand même une saison pleine, avec du coup deux titres, deux 250 en début d'année à Delrevich et à Eastbourne sur gazon, avec lui. Maintenant, on va un peu dézoomer sur ce Masters. Et Fernando, je vais te demander ce qui t'a plu et un peu déplu sur ce Master un peu plus en général. Oui, bah, écoute, ce qui m'a plu, je dois dire, c'est justement Fritz, sans doute. Il m'a surpris, je pense qu'il a globalement élevé son niveau de jeu. Je pense qu'il a confirmé, enfin, les Américains, ils adorent jouer au jeu de qui est le numéro un américain. Et je pense qu'au fond, depuis un moment, depuis 2 ans, 3 ans, on sait que Fritz, c'est le meilleur en fait, objectivement, mais il y a des fois où il n'arrive pas à son niveau idéal, où il se limite beaucoup trop à servir gros coup droit. Il manque de patience. Et là, non, il a vraiment bien tenu cette promesse d'être au moins un joueur très solide, un joueur qui n'a pas peur de l'échange, même qui se plaît dans l'échange. Et c'est ça qui a donné lieu au peut-être le plus, puisqu'on reste dans le côté positif, le meilleur match qu'on a vu, qui est les Zverev-Fritz, qui n'était pas non plus un match passionnant. Je trouve que les deux joueurs se ressemblent beaucoup trop, on va dire, pour que le match soit vraiment excellent. Après moi, pour des questions de sympathie pure et dure, quelqu'un qui bat Zverev, bah, je suis déjà assez content. Ouais, Et, les euh, deux. et c'était au moins oui, le match un peu imprévisible, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Il y avait la dispute, il y avait la tension, il y avait des très beaux échanges, très lents. Et je pense que là, il m'a vraiment surpris, Fritz, dans sa façon de savoir aussi garder la tête froide. Donc vraiment, évidemment, hormis le niveau de Sinner qui boucle, comme tu disais, une saison vraiment historique. Je dirais Fritz comme le point positif, sans doute. Ok. Moi, j'ai plus allé sur Casper Ruud parce que franchement, si, enfin, je n'étais pas présent sur l'émission prono, mais si j'avais donné mes pronos, à aucun moment j'aurais cru que Ruud allait pouvoir aller en demi-finale, enfin, passer les poules, en battant en plus Alcaraz en poule. Alors, même si c'était pas un Alcaraz des grands jours, mais et qu'il y a toute l'histoire qui était malade, voilà.
je rappelle que dans ce match-là, dans le deuxième set, il est mené 5-2 et que tout laisse croire que Alcaraz va se remettre en place et va gagner 6-2, 6-2 ou 6-2, 6-3 à la fin. Et ben non, Casper, il se relève, il se calme, et il va gagner 7-5. Et donc, et le voir jouer à ce niveau-là, qui n'est pas un niveau de très, très grand joueur, enfin, de top 8 mondial sur indoor, mais qui est quand même sympa, vu que depuis la t'a battu, à part à l'US Open où il fait huitième, c'est catastrophique. Franchement, j'étais très agréablement surpris avec Rude. Alors, peut-être parce que j'avais aucune attente et des attentes extrêmement basses. Euh, et que là, le voir aller en demi, ça me surprend. Mais ouais, moi, en plus, Rude, c'est quand même un joueur que j'apprécie. Donc, le voir aller si loin, avant de se faire découper par Sinner en moins d'une heure en demi-finale, je trouve que c'est quand même très appréciable. Et il faut le souligner aussi quand ça va bien pour Casper Ruud. Sinon, est-ce que tu as un point un peu plus négatif sur ce Masters? Oui, pour moi, c'est malheureusement c'est Daniil Medvedev. Je pense que c'est très, ça dit beaucoup de choses comment il finit cette saison, qui est une très mauvaise saison. Il n'a pas gagné le tournoi. La façon dont il pète un câble face à Fritz, bon, certes, c'est assez croustillant à voir. C'était un très beau moment de télévision, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ce qu'on attend Mais de lui, quoi. oui, mais on voit, enfin, notamment Thomas a beaucoup évoqué comment son service descend énormément et c'est un joueur qui a besoin de ça pour dominer. Et c'est là, ajouté à cette façon de finir le tournoi, enfin de finir, de le commencer même, où on voyait déjà que c'était un peu plié. Euh, pour moi, je suis triste pour lui, mais on a l'impression de une espèce de phase de presque domination qu'il a eu hein, sur surface dure. Il a eu 5 ans où il était toujours parmi les deux, trois meilleurs en surface dure. Et j'ai l'impression que ce tournoi nous laisse comprendre que malheureusement, c'est fini. C'est fini. Ouais, bah, c'est sûr que la saison 2024 de Medvedev n'est pas très bonne, enfin, très bonne pour un joueur comme Medvedev qui a déjà gagné un grand chelem et multiples Master 1000 et le Masters en plus. Parce qu'en 2024, il commence bien, il fait finale à l'Open d'Australie, il fait finale à Indian Wells, il fait demi à Miami. Il fait demi à Wimbledon aussi. Il y a un quart à l'US Open et à Madrid. Mais il n'y a pas ce titre. Et de toute manière, il n'y a pas de titre depuis un an et demi, hein, depuis Rome 2023. Et c'est vrai que plus le temps passe, ça s'est notamment beaucoup vu sur la fin de saison, plus il devient un peu une caricature de lui-même et le petit spectacle face à Fritz que tu as dit, on a la preuve. Parce que franchement, on aime beaucoup Medvedev et son franc-parler, et ses gestuels vraiment sans gêne et ses frasques. Très drôle et qui nous sort un peu de l'aseptisation de ce tennis moderne. Mais là, à un moment, ça en devient juste ridicule. Euh, et c'est sûr que nous, on l'attend plus sur le terrain que à faire le pitre comme ça. Mais bon, après, je me mets quand même à sa place et ça doit être dur un peu aussi pour lui, niveau ego, de se dire qu'il est dans les 5 10 meilleurs joueurs du monde, qu'il y a pas de titre ni de grandes victoires contre les tout meilleurs. Euh, et donc, oui, ça dur aussi dans sa tête. Et puis, on sait que c'est un joueur qui se plaint aussi beaucoup des balles et du calendrier et des conditions de jeu en général.
Et puis, et donc, ça va pas aider aussi à se concentrer que sur le jeu et se concentrer sur le fait de gagner des matchs. Et qu'est-ce que je veux dire? Et aussi, quand on voit deux jeunes joueurs, Sinner et Alcaraz, qui ont tout raflé cette saison, et que toi, alors, certes, je dis pas que Daniel est vieux, hein, il doit avoir quoi, 27 ou 28 ans? 28 ans, ouais, il a 28 28 ans. ans. Euh, mais tu sens qu'il y a un petit écart qui commence à se creuser. Et c'est vrai que cette fin de saison pourrait laisser penser que doucement, il tombe avec les autres membres de l'ancienne Next-Gen, avec Tsitsipas, Zverev, dans cette case de joueurs toujours placés, jamais gagnants. Et qui seront, enfin, et qui sont toujours entre là, on va dire, sixième et quinzième place mondiale, mais qui iront jamais plus haut et qui vont laisser, entre guillemets, la place aux jeunes, bien qu'ils ne sont pas encore très vieux. Mais contrairement aux deux autres, euh, je veux encore laisser du temps à Medvedev, encore au moins un an ou deux, voir s'il peut revenir, parce qu'on sait quand même que le tennis, surtout chez les pros, est constitué vraiment de haut et surtout aussi de bas. Et, et à tout moment, en 2025, Medvedev nous fait un début de saison où il fait, je sais pas, encore une demi ou une finale à Melbourne. Il va prendre un Indian Wells ou un Miami. Tout repart. Et ça, j'aimerais quand même le voir sur un an ou deux, voir s'il peut encore être compétitif. Donc moi, je ne l'enterre pas encore, mais c'est vrai que cette saison de 2024 ne restera pas dans ses plus belles saisons. Bien qu'en soi, sur le papier, il y ait quand même une finale en Grand Chelem et une finale en Master Muse qui reste très honorable. Sinon, de mon côté, moi, sur mes déceptions, j'aurais pu dire Rublev qui m'a l'air totalement perdu, le pauvre, et qui maintenant s'énerve au premier point perdu. Mais j'ai plus envie de dire que c'est le tournoi en général, même si on s'attendait à ce que ce soit un master vraiment pas d'un grand cru, bah, ça a pas loupé, hein. Comme tu l'as dit, je pense que le meilleur match, c'est le Xerez-Fritz en demi-finale. Seul où il y a eu un peu de suspense et de niveau de jeu. Mais sinon, c'est vrai que c'était faible, hein. Parce que bah, on le sentait venir, hein. Rublev, pas au niveau. Dominor, il y a encore une classe d'écart, même s'il s'est bien battu. On a eu un Alcaraz et un Medvedev qui n'ont pas vraiment tenu leur rang. Zverev a super bien joué en poule, puis après, dès que les matchs coup près sont venus, bah, il n'y a plus personne. Et donc très vite, tu te retrouves avec juste Sinner qui joue tout seul et qui gagne sans perdre un set, sans même faire un tie-break ou un 7-5. Et donc c'est vrai que le niveau de jeu de ce top 8 mondial dans l'ensemble, vraiment ça fait une moyenne des 8 joueurs, fait peur, ou en tout cas... euh, euh, enfin, comment dire, peu questionné. Et on verra bien ce que ça donne en 2025, mais c'est vrai que là, sur le circuit, tu gardes Sinner, un tirage en forme, Zverev qui, de temps en temps, peut sortir d'énormes matchs, des énormes séries, Djoko qui est encore dans le coin, même s'il n'est pas venu à ce master-là, mais après, le reste. On a Medvedev qui est en période de doute. On sent que Rublev, Rude, Deminor et même ce qu'il y a en dessous, enfin, tout ce qui est Shelton, Urkac, Dimitrov, Tsitsipas et toute cette classe-là de joueurs, ça peut. Enfin, pour le moment, c'est plafonné. Et puis, et puis voilà, enfin, on est encore, enfin, je trouve que même si on a deux, trois têtes de proue, on reste encore dans une période de transition pour le tennis professionnel mondial. Voilà. Oui, je me répète un peu, mais parce que j'ai déjà dit ça dans d'autres enregistrements. Mais quand Alcaraz n'est pas à 100%, les tournois aujourd'hui deviennent beaucoup plus ennuyeux en fait.
Ouais, Et malheureusement, là, enfin, on a vu, il avait des problèmes respiratoires. Il portait la petite, la petite pansement là, donné Nicolas Jarry. Il avait imbibé ses serviettes en Vicks Vaporub pour à chaque fois les respirer. Donc, bon, c'était pas l'idéal. Et malheureusement, ça fait un tournoi très monotone, ou même, il y a aussi un autre truc qui m'a fait marrer, c'est que Zverev, qui est quand même l'autre joueur avec un bilan positif, parce qu'il a 3 victoires et une défaite, euh, il n'est pas en finale, alors que il a juste perdu une fois son service de tout le tournoi. C'est quand même hallucinant, mais, euh, mais c'est aussi quelque chose qui te montre que c'était un tournoi finalement plutôt monotone, décidé par deux, trois petites choses et la supériorité de Sinner quand même. Je me suis amusé à voir, parce que c'était quand même effectivement la première fois où, en absence de Djokovic, qui était l'autre grande absence enfin l'autre grand élément pour enlever un petit peu de piment au tournoi. La dernière fois, si je ne m'abuse, où il y a eu un Masters sans aucun membre du Big Three. C'était en 2001. C'était ouais, pas un tournoi extraordinaire. La finale, il y avait quand même un autre Sébastien Grosjean en finale versus Lleyton Hewitt. Mais les autres 6 joueurs, il y avait quand même Kuerten, Agassi, Ferrero, Kafelnikov, Patrick Rafter, Ivanisevic qui remplaçaient Marat Safin. Donc, je pense que effectivement, par rapport à ce que tu disais, on voit que même l'avant Big Three il y avait quand même un peu un niveau, une variété un peu plus excitante qu'aujourd'hui. Or, je pense que ça va changer, juste pour boucler un petit peu ce que tu disais. Je pense qu'il est arrivé des Draper, mm, je crois beaucoup à Arthur Fils. Enfin, je vois arriver derrière là une nouvelle génération de joueurs plus variés, plus intéressantes. Je pense que ça va pas tarder à reprendre du poil de la bête, en dehors déjà de ce duel que je trouve passionnant déjà entre Sinner, qui est un grand champion, et Alcaraz. ouais. Bah, c'est sûr que quand tu disais que un tournoi sans un cave en forme devenait vite ennuyant, je te rejoins, mais c'est aussi parce que c'est le seul joueur créatif qui joue à un grand niveau tout le temps. Parce que Euh, on a d'autres joueurs spectaculaires sur le circuit, hein. On a du Rune, on a du Shelton, on a du Bublik, oui, même si. Mais du coup, sur ces trois joueurs, ils performent pas à un grand niveau du 1er janvier au 17 novembre. Et ce qui fait que quand on n'a pas notre dose d'Alcaraz, les matchs peuvent vite tous se ressembler avec un style de jeu qui prédomine au fond en essayant de mettre du lift et de la vitesse au fond, en venant très peu au filet et en attendant de la faute. Et ce qui rend les matchs pas très visuels. Euh, et donc, oui, là, je te rejoins, mais je pense qu'il faut encore minimum un an, mais moi, je parierais plus sur 2 ans pour voir mûrir déjà et arriver à bout d'un développement très intéressant des mecs comme Shelton, Rune, Fils, même un Petit Pericard avec son jeu très atypique, un peu serve-bot, un peu service volé même si c'est pas le jeu le plus sympa à voir, parce que du coup, c'est des matchs très hachés, ça amène une variété, un autre style de jeu, et donc ça peut te faire rester. Et en plus, là, cette semaine, pendant le Master, on a appris une grande nouvelle que Nick Kyrgios fait son retour en 2025 sur le circuit. Il commence à Brisbane, il me semble. Si lui aussi ne se blesse plus et revient à un bon niveau et qu'il revient dans le top 50, top 30, ça peut amener aussi une autre petite folie sur le circuit. Mais c'est vrai que il faut que ces joueurs-là, enfin, que ces joueurs qui ont entre 20 et 23 ans et qui ont une palette de coups
folle et un jeu très spectaculaire passent un cap et viennent rejoindre et disputer cette hiérarchie un peu naturelle qu'ont Sinner et Alcaraz sur le reste. Et donc voilà, mais c'est juste que ça va prendre du temps parce qu'en soi, dans cette génération-là, on a Alcaraz qui est un prodige et un génie et il était même pas majeur qu'il avait déjà un palmarès de fou. Mais en soi, Sinner, c'est sa première grosse saison, mais il lui a fallu au moins 3 ans, 4 ans pour atteindre ce niveau-là. Et donc, pour les autres joueurs, c'est le même. Processus. Il faut juste faut juste leur donner le temps. Normalement, d'ici, je pense, 2 ans, on devrait avoir un circuit varié et disputé. Même si on n'aura pas tout ce big tree qu'on a eu pendant 20 ans, ça, on l'aura pas. Mais on aura un autre tennis qui sera aussi plaisant à voir. J'ose espérer. J'en suis sûr. Pense même que l'année prochaine, on aura déjà un Masters. On peut noter ça. Je suis sûr que l'année prochaine, il y aura un match plus amusant que le Zverev-Fritz, donc le meilleur match de cette année, où c'est quand même deux joueurs dont la technique principale, parfois, c'est réussir à endormir l'adversaire quand même. Donc, je pense que je suis sûr que l'année prochaine, ça sera mieux. Ouais, je te rejoins également. Sur ce, on va mettre un terme à ce podcast sur le master. Donc, même si la saison s'est terminée, on se retrouve quand même en fin novembre et en décembre parce que bah, il nous reste cette semaine de Coupe Davis avec l'événement Raphaël Nadal. La dernière fois que Nadal va jouer un match professionnel de tennis, ce sera là avec l'Espagne et cette paire avec Alcaraz qui risque de revoir le jour comme au JO. Donc ça va être très intéressant à suivre. Et puis après, il y aura des bilans à faire, quelques previews, et puis quelques challengers masculins et féminins à suivre. Et puis de toute manière, le tennis ne s'arrête jamais et revient dès la fin décembre, il me semble, avec la United Cup en Australie. Donc voilà un peu pour le programme de ces prochaines semaines. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et puis, on se dit à très bientôt. Salut tout le monde.